Voilà, je crois qu'on peut déjà remercier tous les participants aujourd'hui et ça fait vraiment plaisir de voir cette salle remplie pour venir, pour rentrer dans cette campagne des présidentielles et des législatives et surtout autour de nos candidats Franck et Bruno. Et sans tarder, je passe la parole à Bruno. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Ça montre la force et l'implantation du Parti communiste, du Front de gauche sur notre agglomération et le travail qui est fait. Voilà, donc ça fait plaisir de se lancer dans cette campagne des législatives avec autant de monde. Donc nous, on va essayer de donner un peu de sens à tout ça. On va essayer de démontrer qu'on est un point de repère, qu'on est un point d'ancrage et qu'on a des propositions qui sont claires. Et que nous, on sait où il faut taper si on veut changer les choses. Parce que beaucoup de gens, même Macron, on va nous dire qu'il est progressiste, alors qu'en fait, il veut exploser, il veut baisser les cotisations sociales, il veut supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune pour les actionnaires. Marine Le Pen, elle nous explique qu'elle va vaguement augmenter une toute petite augmentation de pouvoir d'achat qui va être financée par une prime à l'importation qu'on va nous-mêmes payer. Donc on se paye nous-mêmes nos augmentations de salaire. Puis je passe sur le racisme, sur la division, etc., qu'elle engendre en permanence dans les milieux populaires, avec toujours la même volonté politique, faire passer le système et le laisser continuer à nous exploiter, à nous jeter dans la misère. Voilà, donc c'est à ça qu'elle sert. Alors nous, la question, et Franck certainement reviendra, de quel député avons-nous besoin ? En tout cas, on sait d'abord ce qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'un député de droite, comme on en a un à l'heure actuelle, qui va voter à l'Assemblée nationale la casse de la sécurité sociale, parce que c'est ça qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, ils veulent rembourser uniquement les maladies graves et pour le reste, les assurances privées. Ceux qui ont de l'argent, ils iront se soigner, et puis ceux qui n'ont pas d'argent, la majorité qui n'ont pas les moyens d'avoir une assurance privée, ils ne se soigneront pas. Ils ne se soigneront pas, et puis ils crèveront. C'est ça que veut la droite. Puis après, c'est aussi 500 000 fonctionnaires qu'on veut supprimer. C'est détruire les cotisations sociales, détruire le financement de la sécurité sociale. C'est flexibiliser le travail. C'est tout ça. C'est casser le code du travail. Donc ça, on n'a pas besoin d'un député comme ça. On n'a pas besoin d'un député Front National qui irait faire quoi ? Voter des lois racistes, faire de la priorité nationale pour essayer de toujours faire passer le système et nous diviser. À quoi ça sert ? Un député socialiste ? Pour casser le droit du travail comme ils l'ont fait avec la loi El Khomri, pour allonger encore l'âge de départ en retraite, pour continuer à donner 23 milliards d'euros par an au CICE, de crédit impôt compétitivité emploi qui sert aux entreprises pour s'enrichir et pour licencier. Est-ce qu'on a besoin de ça ? Est-ce qu'on a besoin d'un énième député socialiste Godillot qui n'a rien dit, qui ne sait plus, une candidate ici qui a soutenu Valls pendant la primaire interne au Parti socialiste et qui n'a jamais pris position dans les débats qui secouent notre agglomération, notre circonscription, qu'on n'a jamais entendu et qu'on n'a jamais vu dans une manifestation. On l'a jamais vu. Elle n'est pas connue par les gens. Elle n'est pas auprès d'eux. On ne l'a pas vue dans les manifestations sur la loi travail. On y était avec Franck, chacune des manifs à Montargis, puis avec une grande partie des gens qui sont dans la salle aujourd'hui. On ne l'a jamais vu. Donc voilà. Sur les grands axes, le premier grand axe, ça sera un nouveau mode de développement durable et écologique. Produire autrement. Créer 1 million d'emplois dans les filières d'avenir comme les énergies renouvelables, rénovation thermique des bâtiments, automobiles propres, les transports urbains. Après, l'autre axe, changer l'Europe. Abrogation du traité budgétaire européen, quitte à retirer la signature de la France, au profit d'une loi anti-dumping social et de la création d'un fonds européen pour l'investissement et la création d'emplois. Une 6e République, la suppression du 49.3, réduction des pouvoirs du président de la République en renforçant ceux de l'Assemblée nationale. C'est à l'Assemblée nationale que ça se joue. C'est là qu'on vote les lois, c'est là qu'on a le vrai débat auprès de la population, c'est là qu'on discute de ce qu'on va faire. On n'en veut plus de ce président omnipotent qui a tous les pouvoirs et qui trahit quasi systématiquement maintenant une fois élu, et qu'on n'arrive plus à contrôler avec un Parlement Godillot et des députés qui ne servent plus à grand-chose. Après, c'est aussi l'idée de la stricte limitation du cumul des mandats, des députés honnêtes. Alors ça, c'est pas rien en ce moment, parce que quand on voit ce qui se passe avec Fillon, Après, un autre thème, c'est l'égalité homme-femme. Maintenant, inscrire dans la Constitution le droit à l'IVG comme un droit fondamental des femmes. Créer un ministère de l'égalité homme-femme de plein droit avec un budget dédié qui serait multiplié par 10. Aussi garantir l'accès à la contraception libre, gratuite, sous toutes ses formes, notamment dans les plannings familiaux, qui sont de plus en plus remis en cause, faute de financement. Et également un renforcement immédiat des dispositifs contraignants pour l'égalité salariale et professionnelle entre les hommes et les femmes. On rappelle que les femmes, à travail égal,
Aujourd'hui, ils gagnent 23% de moins que les hommes et c'est quasiment 47% en retraite. Ce qui est absolument scandaleux dans un pays qui se dit moderne. Pareil, un statut protecteur pour la jeunesse. Création d'un statut pour tous les jeunes de 18 à 25 ans qui garantirait un revenu minimum et l'accès à un emploi correctement rémunéré ou à une formation choisie et qualifiante. Et la gratuité de l'éducation et des transports et de la santé, ainsi qu'un accès renforcé au logement social. Tout ça pour les jeunes. Et une prise en compte des années d'études dans les conventions collectives et dans le calcul de la retraite. Ça serait la moindre des choses. Et puis concernant l'école, nous on va défendre l'idée d'une école de l'égalité, avec des personnels formés partout, augmentation des salaires, pré-recrutement sous statut de fonction publique pour les jeunes professeurs, une carte scolaire contraignante et démocratiquement construite, et puis développer l'idée du socle commun de savoir, de compétences et de culture qui va servir de base pour les programmes, et on ne veut pas le remettre en cause. Après, pareil, un plan de relance des services publics, une absolue priorité quand on voit aujourd'hui la pénurie, notamment dans nos campagnes, mais dans les villes c'est pareil, tous les services publics aujourd'hui ont des difficultés pour fonctionner. Pareil, la lutte contre les inégalités, suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, l'interdiction des coupures d'énergie et d'eau, l'interdiction des expulsions locatives pour des raisons de précarité. Et puis la grande question des salaires et des retraites. On veut un SMIC à 1 800 € brut tout de suite et 1 700 € net en fin de législature, et avec une augmentation en gros de 23 à 25% des salaires, et que toutes les grilles suivent derrière, parce que pas le tout d'augmenter le SMIC, l'objectif c'est pas d'écraser les gens sur le SMIC, c'est après qu'il y ait des grandes conférences sur les salaires, appuyées sur les luttes des gens, parce que sans les luttes des gens, bien sûr, on n'obtiendra rien. Donc ça, c'est la question qui est centrale. L'abrogation de la loi travail, ça c'est une absolue nécessité, évidemment, la loi El Khomri, qui a cassé le code du travail, qui a cassé la hiérarchie des normes, et qui donne de plus en plus de pouvoir au patronat dans les entreprises. Alors la refonte du code du travail, c'est ça, c'est remettre des nouveaux droits, développer de nouveaux droits pour les travailleurs sur l'organisation du travail, comme sur les choix de gestion dans les entreprises. C'est eux qui doivent intervenir pour pousser. Et je prendrai tout à l'heure l'exemple de Chinson pour montrer comment on peut avancer sur cette question-là. Pareil, multiplier par 2 les effectifs de l'inspection du travail, permettre aux salariés, par le biais de moratoires ou des droits de veto, quand il y a des plans de suppression d'emploi dans l'entreprise, qu'il y ait un moratoire, qu'il y ait un veto des salariés, et qu'on puisse proposer des solutions alternatives et montrer par les financements comment c'est possible de faire autrement, en prenant l'argent sur les profits. À chaque fois, on a des grands groupes qui font des millions d'euros de bénéfices et qui licencient. C'est sur cet argent-là, pour montrer qu'on peut produire autrement et qu'on peut relancer les activités dans les entreprises. Pareil, nous, on va défendre aussi l'idée de la semaine des 32 heures. On sait bien que depuis 20 ans, il n'y a que la loi des 35 heures, même si elle a été mal appliquée par les socialistes sur les questions des exonérations de charges. Mais il n'empêche qu'il n'y a que ça qui a permis la création de centaines de milliers d'emplois en France. Et aujourd'hui, eh bien, si l'automatisation se développe, et il y a un rapport qui vient dire que 42% des emplois seraient concernés, on ne va pas s'amuser à travailler plus longtemps. On va avoir des gens qui travaillent plus longtemps, on va avoir des millions de chômeurs à côté. Il faut dès maintenant penser la semaine de 32 heures. Ça sera ça, et évidemment sans perte de salaire, en s'appuyant sur les gains de productivité. Juste une idée, depuis 80, les richesses produites dans ce pays ont été multipliées par 4. C'est grâce à qui? C'est grâce à nous, c'est grâce à notre travail. Donc si on multiplie par 4 les richesses produites dans un pays, on a largement de quoi aujourd'hui travailler 32 heures en gardant notre salaire. Et ça, c'est une évidence. Pareil, la limitation du travail précaire, on veut le limiter à 5% dans les entreprises. 5% de travail précaire, au-delà de ça, requalification du contrat en CDI. Et enfin, sur le logement, on propose la création d'un grand service public national et décentralisé du logement, de l'habitat et de la ville, avec un pôle public de la construction et une agence nationale foncière, mettre de l'argent public pour pouvoir acheter des terrains, pour pouvoir construire et aider le logement social. Parce qu'aujourd'hui, les bailleurs, malheureusement, sont obligés d'en financer de plus en plus, et c'est les locataires qui, au bout du compte, en paient de plus en plus sur leur loyer et sur leurs charges. Le renforcement de la loi SRU, qui impose un minimum de logements sociaux notamment, que ce principe soit beaucoup plus contraignant dans les villes de droite, parce qu'aujourd'hui, elles préfèrent payer un impôt, une amende, plutôt que d'avoir des logements sociaux. Donc ça, on ne peut plus l'accepter. Et une aide à la pierre à la hauteur de 40% du coût des opérations et le renforcement de l'encadrement des loyers, et que la proportion des loyers et charges dans le budget des familles ne dépasse pas 20% de leurs revenus. Et la revalorisation de l'APL. Et enfin, pour revenir sur la question de l'emploi, interdire les délocalisations d'entreprises et tous les licenciements sans reclassement. Défendre la retraite à 60 ans, à taux plein. Et sur la santé, l'abrogation des lois Bachelot et Touraine, la suppression du numerus clausus, parce que c'est ça, l'absence de formation de médecins, puisqu'on n'en forme pas assez,
et qu'on a mis des barrières depuis des dizaines d'années, notre député, il a toujours soutenu ça. Puisque toute autre façon de faire, il nous le dit toujours, à longueur de temps, au conseil municipal à Montargis, c'est une médecine soviétique. Donc voilà, on lui répond, il faut mieux soigner les gens. Ben non, pour lui, c'est une médecine soviétique. La question pour lui n'est pas de soigner, mais c'est de faire de l'idéologie. Un pôle public du médicament, un moratoire sur les fermetures et démantèlements d'hôpitaux, et la suppression de la tarification à l'activité, et développer les centres de santé, comme il va y en avoir un bientôt à Chalette, et que le député maire Jean-Pierre Door a toujours refusé à Montargis. Il a préféré faire une maison de santé à 1 million d'euros, qui se retrouve aujourd'hui avec un malheureux médecin généraliste, qu'on a repris sur l'hôpital, qui n'est même pas à plein temps. Vous imaginez 1 million d'euros qui a été payé par les habitants de Montargis, aussi en partie par des habitants de l'agglomération. S'il avait fait un centre de santé, on aurait certainement des médecins aujourd'hui, parce qu'ils veulent travailler en équipe, ils veulent être salariés, ils veulent plus s'installer en libéral. Comment on finance toutes ces propositions? Parce que c'est là la question politique majeure. Parce que dans ce que je viens de dire déjà, c'est vrai que tout le monde ne va pas le répéter, loin de là. Mais il y en a qui essaient de prendre des mesures et puis de semer l'illusion. Mais là où on fera la différence, c'est qu'on va dire comment on prend l'argent. Où on prend l'argent, puisqu'il existe au moins l'argent. Parce que les gens ils disent aujourd'hui, bah oui, tout ça c'est bien, vous êtes gentils, mais comment on fait? Vous n'y arriverez pas, et puis voilà, ils passent leur route, et puis ils finissent par voter par le moins pire, ou pas voter, bah l'autre, voilà, champignon hallucinogène, comme dit Jean-Luc Mélenchon, hein, ça pousse, on ne sait pas trop pourquoi, et on se rend compte une fois élu qu'un Macron, ah bah tiens, finalement il était de droite, je suis déçu. Ah bah oui, bah, il était ministre, il était à l'extrême droite du gouvernement, donc ultra-libéral, c'est un banquier de chez Rothschild, donc un banquier de chez Rothschild, on n'est pas spécialement étonné après qu'il mène une politique pour les banquiers quand même, hein. Mais bon, voilà, aujourd'hui ça marche, hein. Il y a une certaine partie de l'électorat de gauche qui dit que Macron, vous avez vu, ils sont complètement hystériques en meeting, on se dit, ah, ils sont là, c'est plutôt inquiétant. Alors on nous dit comment on finance? Ben, un pôle financier public déjà. Il faut renationaliser BNP Paribas, la Société Générale, et s'appuyer sur la Caisse des dépôts et consignations, sur la Banque Postale, pour que tout ce système de banque finance les entreprises qui embauchent en CDI avec des bons salaires. C'est là-dessus que l'argent doit être orienté. Arrêtez de donner de l'argent à des entreprises qui licencient, qui développent la précarité, qui ne forment pas leurs salariés. Ça, c'est une question centrale. Une COP fiscale. Vous avez vu, c'est nos députés à l'Assemblée qui viennent d'obtenir ça. Une COP fiscale, à l'image de la COP qu'il y a eu sur le climat, la COP 21, une COP fiscale sous l'égide de l'ONU pour commencer à lancer un processus contraignant. On va essayer de pousser le gouvernement français à le faire pour qu'on contrôle l'évasion fiscale dans le monde et empêcher ces mécanismes d'évasion des grandes entreprises. L'évasion fiscale en France, c'est 80 milliards d'euros d'évasion et de fraude fiscale par an. Cela représente l'équivalent de la dette de la France en 2015. Ça, rien que ça permettrait d'augmenter le SMIC à 1 700 € net et remettre à niveau toutes les grilles de salaire. Rien que l'argent de l'évasion fiscale. Il y a en France par an 20 milliards d'euros de fraude à la TVA, par les patrons et par les banquiers. 20 milliards d'euros. 85% des bénéfices des entreprises sont reversés aux actionnaires sous forme de dividendes. 241 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales et fiscales en France. 200 milliards qui sont en forme d'exonération par le gouvernement, 41 milliards au titre du CICE et du pacte de responsabilité. Rien que le CICE, ça représente chaque année, c'est entre 20 et 22 milliards d'euros par an le CICE. Vous savez, c'est le crédit impôt compétitivité emploi avec des baisses d'impôts pour les entreprises. Rien que cet argent-là, c'est 20 à 22 milliards d'euros, c'est le financement de 400 000 à 500 000 emplois. Vous imaginez? Et le CICE qui a été donné par le gouvernement socialiste, la Poste, en 2015, a touché 341 millions d'euros de CICE et a supprimé 6 300 emplois. La SNCF a touché 318 millions d'euros, donc de l'argent public, hein, tout ça, pour supprimer 1400 emplois. Le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, 107 millions d'euros de CICE pour supprimer 7000 postes. Renault, 86 millions d'euros de CICE pour supprimer 3200 emplois. Vous imaginez cette gabegie d'argent public qu'on donne à des entreprises et qui licencient? Et bien ça, on va y mettre fin, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Vous voyez, c'est une question ça, qui est absolument centrale. Et je rappelais tout à l'heure, et là je finirai par là pour prendre un exemple local, que notre travail, donc en France, il produit chaque année 2000 milliards d'euros de richesse. Il faut savoir que les entreprises, les patrons, ceux qui nous embauchent, ils ponctionnent 700 milliards sur cette richesse. Donc on en produit 2000 milliards, 700 milliards sont repris par les patrons, dont 300 milliards qui vont à la spéculation. Vous imaginez 2000 milliards d'euros de richesse qu'on produit, 300 milliards qui partent directement dans la spéculation immobilière, qui ne sont pas utiles pour l'économie.
et seulement 400 milliards qui vont pour l'investissement. Mais là où les patrons sont forts, c'est quand on dit que ces 400 milliards d'euros vont à l'investissement, c'est par le biais de prêts, et de prêts avec des taux d'intérêt, les 3 quarts du temps, qui sont usuriers. Donc c'est encore nous qui payons des taux d'intérêt et des taux de retour sur investissement à 15%, quand la croissance de l'économie n'est même pas de 1%. Donc ils s'en mettent encore plein les poches à ce moment-là. Et pareil pour financer la santé. Et bien nous on le dit, pour financer la retraite, pour permettre la sécurité sociale, parce que ça c'est une grande question, la sécurité sociale. C'est la question aujourd'hui, dans ce pays, nous, on le dit clairement, défendre la cotisation et le remboursement à 100% des médicaments. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, voir des gens qui sont de moins en moins remboursés. On propose de mettre fin aux 40 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales patronales sur la Sécu et taxer les 317 milliards d'euros de revenus financiers. Vous vous rendez compte, dans notre pays, 317 milliards d'euros de revenus financiers, si on les taxe au même taux que les revenus du travail concernant les cotisations sociales, on récupère 84 milliards d'euros immédiatement pour la sécurité sociale. Et c'est pour ça qu'on propose aussi un grand système de sécurité, d'emploi et de formation. Et ça, c'est notre grande ambition. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important et aussi fort que la création de la Sécu en 1945 dans un pays qui était ruiné. Nous, on propose aujourd'hui de se battre pour l'éradication du chômage. Et qu'un salarié, tout au long de sa vie, passe du statut de salarié, s'il est licencié, qu'il puisse avoir une formation de qualité qui soit choisie avec toujours une continuité de ses revenus. Qu'on ne soit plus comme ça soumis à l'aléa du marché du travail et que des gens se retrouvent sans rien, avec une maison sur le dos, avec tout ça, qui casse nos vies, qui gâche des existences entières. Donc nous, on propose ça, et je vous ai expliqué tout à l'heure comment on peut le financer. Et si enfin on prend un exemple local, parce qu'il faudra aussi qu'on soit fort là-dessus, nous, sur le local. On est à 2 pas d'ici, l'usine Hutchinson. Il y a 200 chercheurs, il y a 100 brevets par an. C'est quand même considérable, c'est extraordinaire d'avoir ça. Il y a 100 brevets par an, mais ça, ces brevets-là, la mise en production, elle se fait dans 27 centres techniques à l'étranger. Et en même temps, on ferme l'usine d'Amilly, qui est une usine toute neuve, qui a quelques années, qui a coûté 1,5 million d'euros, financée par l'argent public, financée par la mairie d'Amilly, financée par le conseil départemental. Donc on a les brevets, on a les chercheurs, on a une usine qui est toute prête. Et bien nous, on l'a dit, et Franck, il avait, dans sa campagne des municipales, développé cette idée de créer 1000 emplois à Hutchinson, et c'est possible. Il faut rapatrier les productions ici, on a des chercheurs, on a des brevets, et ça démontre qu'au niveau local, eh ben on a de quoi créer de l'emploi, on a de quoi assurer quand même l'avenir des habitants de cette population. Voilà. Bon bah j'en ai fini, j'étais trop long, hein, je suis désolé, j'ai été certainement... Je vois qu'il y a des signes, tout ça, on me dit oui. J'ai été beaucoup trop long.